Nous parlons donc de cette initiative de la nouvelle présidente de la Commission européenne. Elle s'appelle Ursula von der Leyen, on va bientôt connaître parfaitement son nom. Et en annonçant les nouveaux membres de la Commission, eh bien, elle nous a annoncé qu'il y avait un commissaire chargé, je cite, de la protection du mode de vie européen. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, écoutez la principale intéressée. There is Vice President Margaritis Kinas from Greece. He will be the Vice President for protecting our European way of life. Our European way of life is holding up our values and the beauty of the dignity of every single human being is one of the most precious values. On nous avait expliqué que la nouvelle présidente de la Commission européenne était formidable parce qu'elle était parfaitement francophone. De toute évidence, ce n'est pas la seule langue qu'elle pratique, mais je referme la parenthèse. Alors, protection du mode de vie européen, certains y voient déjà une sorte de charge contre l'immigration ou une volonté un peu identitaire. Écoutez la réaction d'Amélie de Montchalin, c'est la secrétaire d'État aux affaires européennes. Elle est un peu gênée aux entournures quand même. Il y a effectivement des intitulés de postes qu'il faut qu'on comprenne mieux. Moi, ce que j'avais entendu dans le discours d'Ursula von der Leyen, que j'avais trouvé très intéressant à l'époque, la présidente de la Commission, que nous avions tous, sur tous les bancs politiques, trouvé ça intéressant, c'est qu'elle avait dit qu'il y avait un European Way, un chemin européen. Et elle avait cité les droits sociaux, elle avait cité la protection, le droit d'asile, comme une partie de notre identité. Elle avait cité le fait qu'on donne accès à l'éducation à tous. Elle avait cité, au fond, ce qui fait notre identité, mais qui étaient des choses positives. Lucille Schmid, est-ce que ce nouveau poste de commissaire, c'est fait pour rassurer les pays d'Europe de l'Est, par exemple la Hongrie ou la Pologne? Ce que je pense, en tout cas, c'est que l'intitulé est incompréhensible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'emploie pas, par exemple, le terme de migration, alors qu'on sait bien que c'est un des points centraux sur lesquels, sur le projet européen, il y a une discussion, comme vous le dites, entre les pays de l'Est, mais aussi la Grèce, d'où est originaire le commissaire. En ne prononçant pas ce terme de migration, le malaise est à son comble, parce que du coup, elle suscite les attaques. Elle donne le sentiment qu'elle dit deux choses contradictoires, c'est-à-dire que lorsqu'elle défend cette expression que personne ne comprend, elle dit à la fois il faut s'accrocher à nos valeurs, donc est-ce que l'idée c'est de se défendre contre le monde extérieur? Les valeurs européennes sont-elles européennes ou universelles? Elle pose cette question. Et en même temps, elle dit il faut respecter la dignité de chacun. Donc elle dit deux choses qui apparaissent mal articulées, voire contradictoires. Donc c'est évidemment une maladresse au moins sémantique. Et à partir de là, moi je dis franchement que le mieux c'est d'assumer le terme migration. On ne peut pas supprimer le terme migration du portefeuille d'un commissaire, sinon ça donne le sentiment qu'on entérine le désaccord qui existe déjà de fait entre différents pays membres de l'Union européenne. Claire Chartier, c'est une fausse bonne idée pour vous? Je pense que la formulation est absolument calamiteuse. Calamiteuse. Parce qu'en plus, ça renvoie à une rhétorique d'extrême droite. L'Europe catholique, blanche. En plus, c'est une formule... On peut être catholique sans être forcément l'extrême droite, vous êtes d'accord avec ça? Absolument, mais c'est employé par l'extrême droite de cette... Et alors en plus, c'est une formule qui a été utilisée par Viktor Orban lors de la campagne européenne et qui a lui-même dit qu'il avait sauvé le mode de vie européen en bouclant ses frontières. Donc on est complètement dans cette thématique-là, immigration. Bon. Je trouve que ça va à l'encontre de l'esprit européen, qui est celui justement de l'Union, parce qu'elle parle de valeurs, mais vraiment ça opère une espèce de confrontation totale avec ce qu'on peut penser de l'Europe, donc union, une sorte d'humanisme politique, et en plus on ne se reconnaît absolument pas là-dedans. Enfin, je veux dire, il y a quand même une grande partie des gens qui ont voté aux élections européennes, une majorité du flanc, on va dire, gauche, libéraux, centristes, qui sont majoritaires au Parlement aujourd'hui, qui ne se reconnaissent absolument pas dans cette formulation qui évoque le repli, une forme implicite de rejet. Enfin, donc c'est, à mon sens, donner complètement des gages aux populistes. C'est vraiment aller dans le sens de la pression populiste. C'est extrêmement malheureux. Je crois qu'elle devrait très très vite changer sa formulation. Jérôme Sainte-Marie, la protection du mode de vie européen, c'est une position extrémiste? Pas du tout, non, mais je trouve ça extrêmement intéressant par ailleurs, parce que ça met l'Europe face à ces contradictions. Puisque justement, alors déjà, il y a une première contradiction dans ce qu'on a entendu, c'est que le mode de vie et les valeurs, c'est deux choses différentes, hein, déjà, donc ça c'est un petit problème quand même, déjà c'est le premier point. L'autre chose, c'est que quand on commence à réfléchir à ce qu'il y a de commun dans l'Europe, c'est une question qui s'est posée par exemple au moment des débats sur les frontières et sur l'élargissement. On tombe assez rapidement quand même sur les notions de chrétienté, par exemple.
et plus précisément, enfin, et en dehors du monde orthodoxe, et de l'islam de l'autre côté. Parce qu'il n'y a pas tellement de points communs, parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Et c'est là où ça devient un peu compliqué son affaire, c'est que si on fait un mode de vie européen, c'est pas seulement, c'est-à-dire qu'on crée une unité non seulement par rapport à l'extérieur, ce qui est déjà pas facile, mais surtout on crée une unité à l'intérieur. Or, il y a des cultures européennes dans cet ensemble marqué par la chrétienté, par le réseau des universités au Moyen-Âge, etc., quand on essaye de trouver qu'est-ce que c'est que l'Europe, à part un petit bout de continent, on n'a pas grand-chose. Et donc, à ce moment-là, on est confronté à cette idée, mais si on parle des modes de vie, les modes de vie, ils ont une existence un peu régionale, ça dépend des endroits, et en tout cas largement nationale. Et donc, on peut considérer qu'il y a des différences assez importantes. Et c'est là où, du coup, il y a une contradiction, moi, qui me paraît... Moi, je ne vois pas la contradiction exactement où vous la mettez, mais c'est qu'on ramène un truc à un échelon européen où, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, on va buter sur des aspects civilisationnels assez clairs. Céline Pénat, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour moi, pour le coup, je me situe dans la prolongation de ce que vient de dire Jérôme, c'est qu'en l'occurrence, on a quand même un vrai problème aujourd'hui qui est que les gens se sentent attaqués en termes de civilisation sans définir exactement ce qui serait attaqué, comment ça le serait et qu'est-ce qu'il faudrait préserver. Par qui ? Et donc, on est exactement là-dedans. Autrement dit, on envoie des messages qui se veulent rassurants, mais qui, à force d'être dans le flou et de ne désigner personne et de ne jamais être explicite, laissent finalement monter tous les fantasmes. Il est clair que je ne pense pas que cette Commission européenne soit en train de dériver vers l'extrême droite, ce n'est pas le cas, mais en l'occurrence, elle va ranimer des débats qui sont des débats fort peu intéressants, tout simplement parce qu'effectivement, il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas de constitution réellement européenne et qu'aujourd'hui, le vrai problème est un problème... personne ne se sent citoyen européen ou considère un autre Européen comme son concitoyen. Donc, et en même temps, l'Europe avance de plus en plus en faisant des lois qui sont des lois morales, qui sont des lois qui interviennent dans le mode d'administration des pays. À un moment donné, il va falloir faire un choix clair. Soit on est dans une union économique, et puis après tout, pourquoi pas, on a des alliances. Soit on est dans une union politique, et là on a un vrai problème, qui est qu'on n'a pas d'identité, qu'on n'est pas tous d'accord sur ce que signifie être européen, et qu'à mon avis, mettre l'accent sur des choses qui ne créent pas d'unité et sur lesquelles les gens n'adhèrent pas en masse, effectivement, c'est se mettre dans la difficulté sans avoir les moyens d'en sortir. Donc je pense qu'elle n'aura pas d'autre choix que de repartir sur des intitulés beaucoup plus basiques de type migration. Après, ça dépend de quel message ils veulent faire passer. Mais à mon avis, il faut sortir de cette fausse annonce. Il n'y a pas aujourd'hui de valeur que porte la Commission européenne auxquels les peuples adhèrent de façon explicite. On va faire réagir Lucille Schmitt, que j'ai vu sursauter quand vous avez dit qu'il n'y avait pas de citoyenneté européenne. Je vous donne d'abord l'avis de nos chers internautes, celui de Bro, qui nous dit honnêtement, je ne sais pas ce qu'est le mode de vie européen. Peter, lui, nous explique, Lucille Schmitt va adorer, j'aurais préféré protection des ethnies européennes, car il ne s'agit pas seulement d'un mode de vie. Et puis Bronito qui nous dit, j'avoue à la limite comprendre la notion de valeurs occidentales, mais mode de vie européen, j'ai plus de mal. Et puis voici l'avis des internautes du Figaro, puisque c'est la question du jour sur le Figaro.fr. Êtes-vous choqués par l'intitulé de ce nouveau poste de commissaire ? Eh bien non, figurez-vous, sur 48 000 et quelques votants, 79% ne sont pas choqués. Je tiens ma promesse et je passe la parole à Lucille Schmitt. Non, ce que je voulais dire, c'est que Ursula von der Leyen a une réputation en Allemagne d'être quelqu'un assez droit dans ses bottes, si je puis dire, mais assez maladroit. Et il y a aussi un problème de passage de témoin entre la position d'Angela Merkel, qui quand même s'est fait remarquer et a acquis beaucoup de légitimité comme dirigeante européenne par sa position sur la migration, et d'écouter celle qu'on présente comme l'héritière d'Angela Merkel, au fond, esquiver la question migratoire. Donc je pense qu'il y a déjà un problème très important qui sera certainement... Il y aura des règlements de compte à hockey choral, à mon avis, en Allemagne sur ce sujet. La deuxième chose par rapport à la citoyenneté européenne, pour réagir par rapport à ce que vous disiez, c'est que je pense que ce n'est pas un sujet juridique, c'est plus une question culturelle. Et je pense qu'en tout cas, en termes générationnels, je suis persuadée qu'il y a un sentiment de citoyenneté européenne qui est partagée aujourd'hui par cette génération des 25-40 ans. Après, le contenu à lui donner en termes de droits, c'est un sujet sur lequel il y a une discussion à avoir, qui soit une discussion à la fois sociétale et politique. Mais je pense que le sentiment d'être européen est très partagé, y compris d'ailleurs, je vais dire, à ma génération, à la cinquantaine. Et puis juste un tout petit, pour ne pas monopoliser la parole, ce que je pense, c'est qu'à ne pas avoir le débat sur la migration d'emblée,
elle court le risque, déjà elle a été quand même mal approuvée, Ursula von der Leyen, ça a été très compliqué de trouver une présidente, elle court le risque de donner le sentiment qu'elle est dans l'esquive, et ce qui va se passer, c'est que ça commencera très mal. Alors juste pour ajouter, je pense que quand j'entends les gens se sentent attaqués dans leur civilisation, je ne pense pas que tous les gens. Et moi personnellement, je ne me sens pas attaquée dans ma civilisation. Donc je pense que ces globalisations, ces formules globalisantes, il faut faire attention. Il y a des gens qui se sentent attaqués dans leur identité nationale. Ça, je veux bien l'entendre, mais tout le monde ne l'est pas. De la même façon, je pense qu'on peut se retrouver sur des valeurs européennes, occidentales, qui s'enracinent dans une certaine culture, la culture des Lumières. Ce sont des valeurs assez générale. Je parlais d'humanisme tout à l'heure. Eh bien oui, et d'ailleurs la laïcité, elle s'enracine dans ces valeurs-là. Et les racines chrétiennes ? Et chrétiennes aussi, je ne dis pas. En Europe, soyez prudents sur la laïcité. Non, absolument pas. Le problème, c'est la liberté de conscience, la laïcité. La laïcité, ça permet le respect des croyances. Ça permet le respect des croyances. Donc, du coup, la laïcité. Je sais qu'on a plusieurs lectures de la laïcité. En fait, le problème, c'est qu'il y a respect. La laïcité à la française, c'est déjà permettre à chacun chacun de croire ce qu'il veut, mais ça n'est pas à l'État de décider et d'imposer ou de favoriser telle religion plutôt qu'une autre. Donc, pour moi, c'est la neutralité de l'État. Oui, mais pour moi, c'est de toute façon. La laïcité n'est pas que la neutralité de l'État. Enfin, on ne va pas débattre sur la laïcité. Non, juste pour rajouter un dernier mot. Un dernier mot. Je pense qu'il y a des valeurs tout à fait communes en Europe. Enfin, les nier me semble, dans la culture européenne, les nier me semble assez étrange. Et dernier point, je pense que cette formulation évite en fait un débat qui est, à mon sens, extrêmement important, c'est celui de l'intégration. On parle sans arrêt de l'immigration, donc on parle des immigrés illégaux, mais l'enjeu aussi, il est celui d'intégrer. Là, je reboucle sur le mode de vie, etc., parce que la question se pose en effet, qu'est-ce qu'on fait pour que ces gens-là qui sont étrangers, en effet, adhèrent, s'intègrent à notre culture. C'est ça la vraie question. En fait, la vraie question, elle est là. Juste un point. Moi, je parle pas d'immigration, parce que pour l'instant, de toute façon, dans les intitulés qu'on a vus, l'immigration, c'est nous qui l'interprétons. Parce que tout le monde pense à ça. Mais en fait, prenons au sérieux, si vous voulez, l'intitulé. Ça renvoie à cette idée qu'effectivement, il y aurait une communauté de valeurs, pourquoi pas. Enfin, les communautés de valeurs, on l'a au niveau international. Nous sommes tous frères sur cette planète. Et donc, en Asie, c'est pas tout à fait les mêmes valeurs. Tant qu'on y est, pourquoi pas. Mais c'est surtout le fait, est-ce qu'il y a ce sentiment d'être européen, et c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, qui va croissant. Si au fond, il ne faut pas avoir une conception métaphysique de ces choses-là, si les gens se disaient je me sens européen, si quand on fait des enquêtes de valeurs, c'est pareil, c'est pareil, c'est assez transformé, pourquoi pas, ou ça a toujours été comme ça, on ne le savait pas, très bien. Sauf que ce n'est pas du tout ce qu'on observe. Et là, de ce point de vue-là, les sondages qui souvent ne servent à rien, là parfois ont quand même leur utilité, ça permet d'objectiver des choses. Il y a beaucoup d'enquêtes qui sont faites au niveau européen. Elles sont faites très généralement. Je pense notamment à une enquête de la Fondation Georges Jaurès pour prouver que bien sûr il y a un peuple européen, que bien sûr l'Europe c'est formidable, etc. Donc la visée idéologique des commanditaires généralement est très favorable à l'Europe et des commentateurs aussi. Mais qu'est-ce qu'on voit ? On voit d'une part que plus on est jeune aujourd'hui et moins on se sent européen. Mais quand j'étais... Ça dépend quels jeunes. Les plus qualifiés se sentent très européens. Ah, mais c'est un signe extérieur de richesse que de se sentir européen, c'est formidable. Et d'intelligence. Il y a évidemment quelque chose autour de l'accès aux études. Sauf que quand, si vous voulez, il y a 20 ans, quand j'étais à Sciences Po... L'accès aux études est une reproduction sociale. Il y a 20 ans, quand j'étais à Sciences Po, on nous expliquait déjà, on l'explique toujours d'ailleurs à Sciences Po, je crois, que évidemment l'avenir c'était de se sentir européen, qu'on allait de plus en plus se sentir européen, etc. C'est le contraire aujourd'hui. C'est les retraités qui sont davantage attachés à l'Europe que les jeunes. Et quand vous êtes jeune, alors évidemment, si vous êtes dans une grande école de commerce, etc., vous sentez européen, vous sentez d'ailleurs n'importe quoi, vous sentez américain, vous sentez... Enfin, ça tout va bien. Mais si vous prenez les chiffres, en tout cas, de toutes les enquêtes, allez voir. Non seulement le sentiment d'être plus européen que français ou d'être autant européen que français a tendance à décroître au niveau global, mais décroît dans les jeunes générations. Donc les majoritaires peut-être juste une dernière chose, simplement sur l'intégration. On demande les chiffres. Voilà, on les donnera. Sur l'intégration, on ne peut pas s'intégrer à un ensemble qui ne définit pas ce qu'il est. Or, aujourd'hui, la citoyenneté européenne a un contenu extrêmement flou. C'est très difficile de s'intégrer à des gens qui ne savent pas qui ils sont et qui ne savent pas le dire. Et qui ne sont même pas d'accord entre eux forcément sur ce qu'ils sont.